Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion.
La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières.
et la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roches et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras.
Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que deux étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Il semble que les scientifiques aient découvert un objet étrange dans l'espace, et ils ne savent pas exactement s'il s'agit d'une étoile ou d'une planète. Ce que nous savons, c'est qu'il est situé à 1400 années-lumière de nous, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous pensions savoir de l'univers. Permettez-moi d'expliquer le dilemme. Nous pouvons déterminer si un objet est une étoile ou une planète en fonction de sa masse ou de la quantité de matière qu'il contient. Les étoiles ont une masse importante, ce qui leur confère une forte gravité qui les comprime fortement. Cette compression crée des températures élevées à l'intérieur, et par conséquent, elles brillent de mille feux. Les planètes ont une masse moins importante et leur gravité est donc plus faible. Elles ne subissent pas la même compression et n'ont donc pas les températures élevées des étoiles. Si les planètes brillent, c'est parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, comme notre belle Terre le fait avec notre Soleil. Eh bien, cette étrangeté se situe entre les deux. Nous considérons qu'il s'agit d'une naine brune, soit un type particulier de proto-étoile gazeuse de grande taille. Les naines brunes ressemblent généralement à Jupiter en termes d'atmosphère, mais elles sont beaucoup plus grandes, avec un diamètre de 13 à 80 fois supérieur. Si une naine brune possède une masse plus de 80 fois supérieure à celle de Jupiter, alors elle peut commencer à brûler de l'hydrogène, comme le fait toute étoile. C'est comme ça que brillent les astres du ciel. Mais normalement, les naines brunes ne sont pas aussi chaudes que les étoiles. Leur incapacité à brûler de l'hydrogène leur a même valu le surnom d'étoiles ratées. Elles brûlent à environ 2200 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la plupart des étoiles.
Mais cet objet défie la norme. Sa température atteint la barre incroyable des 7700 degrés Celsius. Mettons cela en perspective. Le jour le plus chaud de l'histoire a été enregistré dans la vallée de la mort, en Californie, il y a plus de 100 ans, avec une température de 57 degrés Celsius. Les gens de l'époque ont dû avoir l'impression de fondre avec tout ce qui les entourait. Imaginez maintenant que vous vous rapprochiez du Soleil, comme si vous voyagiez vers Vénus. Vénus peut atteindre la température insensée de 460 degrés Celsius. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mais elle est plus froide que Vénus. Si Vénus est si chaude, c'est à cause de l'effet de serre. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, Vénus aurait pu être un endroit où il faisait bon vivre, ou du moins, elle aurait pu abriter des formes de vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à piéger du dioxyde de carbone et elle a fini par créer un épais brouillard qui ne laisse pas la chaleur échapper. C'est pourquoi il est si difficile de l'explorer. La sonde qui a réussi à passer le plus de temps sur Vénus n'a tenu que 2 heures. C'est quand même plus long que ce que je peux faire au travail. Après, je fonds. Alors oui, vous arrivez au Soleil. Sa surface brûle à la température incroyable de 5500 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est que cette étrange étoile brune dont nous parlions est plus chaude encore que ça. Certes, elle n'est pas plus chaude que le cœur du Soleil, dont la température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius, mais il est tout de même très impressionnant et inhabituel qu'une naine brune soit aussi chaude. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que l'on se rende compte de la raison de ce phénomène. La naine brune est remarquablement proche d'une autre étoile, qui, elle, entre dans la catégorie des naines blanches. Elles sont si proches l'une de l'autre que notre mystérieuse brunette effectue une orbite autour de sa blanche amie en seulement 2 ou 3 heures. Comme nous serions vieux là-bas. Comme elles sont très proches, elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme la Lune et la Terre. Cela signifie que cette naine brune présente toujours une seule de ses faces à sa naine blanche. L'autre face est toujours dans l'obscurité. Pour cette raison, notre naine brune n'est surchauffée que d'un seul côté. C'est donc cette face éclairée qui nous a déroutés, alors que la température de sa face nocturne correspond à ce que l'on attend d'une naine brune. Mais ces conditions extrêmes ne dureront pas longtemps. Une température aussi élevée fait que les molécules de son atmosphère se désagrègent en atomes individuels, et au fur et à mesure que ces molécules se fragmentent, notre naine brune disparaît lentement. Si vous pensez que cette naine brune est chaude, que direz-vous alors d'Eta Carinae ? Il s'agit d'une étoile située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Elle appartient à une catégorie d'étoiles que l'on appelle les variables lumineuses bleues. Un astronome l'a remarquée pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, ce n'était qu'une étoile ordinaire de luminosité moyenne. Près de 200 ans plus tard, un autre astronome est tombé dessus. Mais cette fois, il s'agissait d'une étoile très brillante, l'une des plus brillantes du ciel. Quelques années après ça, elle a atteint son plus haut niveau de luminosité lors d'un événement majeur appelé la Grande Éruption. À ce moment, l'étoile était facilement visible dans notre ciel nocturne. Elle libérait une surprenante quantité de lumière, aussi importante que celle émise lors de l'explosion d'une supernova. Et elle est restée ainsi pendant quelques années, ce qui n'est pas le cas des étoiles qui explosent. Lorsque la fête a atteint son apogée, elle a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence. Mais elle hésite encore un peu, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie, mais qu'elle est moins lumineuse qu'avant. Il existe également une nébuleuse autour d'Eta Carinae. Il s'agit d'une coquille de gaz et de poussière qui s'est formée lors de la Grande Éruption. Elle a même bloqué une partie de la lumière de l'étoile. Eta Carinae est un système stellaire binaire. Autrement dit, 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles a une température d'environ 14 700 degrés. L'autre de 34 650. L'étoile principale du système Eta Carinae, la plus massive des deux, est 100 fois plus lourde que notre Soleil. En raison de sa masse énorme, les scientifiques prédisent que cette étoile pourrait exploser lors d'un événement puissant connu sous le nom de supernova, mais pas avant plusieurs milliers d'années. Vous avez peut-être déjà deviné quel est ce phénomène le plus chaud de l'univers. Et oui, une supernova. C'est grâce à elle que l'on sait que la vie d'une étoile est terminée.
Il s'agit des explosions les plus puissantes de l'espace. Elles se produisent lorsqu'une étoile entre 8 et 40 fois plus massive que notre Soleil s'effondre. Son cœur ne peut plus produire suffisamment d'énergie par le biais d'un processus appelé fusion, de sorte que l'étoile ne peut même plus supporter sa propre gravité. C'est donc une sorte d'épuisement stellaire. L'étoile ne peut plus faire face à une charge de travail si importante et son noyau lâche prise. Lors d'une supernova, les températures au cœur de l'étoile peuvent être 6000 fois plus élevées qu'au centre du Soleil. Il arrive aussi qu'un type particulier d'étoile, appelé naine blanche, redémarre soudainement sa fusion nucléaire et, boum, vous obtenez à nouveau une supernova. La supernova de Kepler s'est produite au début du XVIIe siècle et a été la dernière vraiment importante à être directement observée depuis la Terre. En moyenne, les supernovas dans notre galaxie se produisent 3 fois par siècle. Une supernova de moindre importance s'est produite en 1987, lorsqu'une supergéante bleue du nom de SN 1987A a explosé dans l'une des galaxies satellites de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. Cette explosion a été si puissante qu'on a pu l'observer à l'œil nu, bien qu'elle se soit produite à une distance incroyable, à 168 000 années-lumière de notre planète. Quel sujet pour les beaux jours, n'est-ce pas ? Nous pouvons également parler de la chose la plus chaude jamais créée, fabriquée dans un endroit surprenant, la Suisse. Non, il ne s'agit pas d'un super chocolat chaud. Un groupe de scientifiques a créé une soupe subatomique appelée plasma de quarks et de gluons. Lors de cette expérience, la température est devenue 250 000 fois plus élevée que celle du cœur du Soleil. Le but était de recréer les conditions qui existaient peu après le Big Bang, lorsque l'univers était encore dans un état de chaos. Bien, allons encore plus loin. En théorie, les choses peuvent devenir encore plus chaudes. Avez-vous entendu parler de la température de Planck ? Il s'agit d'une température extrêmement élevée, avec des chiffres que nous ne pouvons même pas imaginer. Une supernova n'est un thé tiède comparé à cette folie. Et qui sait ce que fait la matière à ces températures ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de retour dans votre confortable univers. Salut! Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile trou noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir ? Et comment pouvait-il coexister ? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça ? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison,
Les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final ? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ces titans célestes ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer.
Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies. Les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes.
Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace, à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche. Car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la 2e étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ?
il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiés il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique,
causés par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe.
Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer ou de vous souvenir de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparées à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse.
Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir ? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve ?